Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Bonjour à toutes et à tous, au micro Mathieu Lavigne et Catherine Egault. Merci d'être là pour un autre épisode de Confluent, votre émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Catherine, cette semaine, cap sur Manawan. Pour y rencontrer Marie-Claude Nekwado, une artiste multidisciplinaire originaire de la communauté atikamekw de Manawan. Bachelière en arts visuels, Marie-Claude Nekwado s'inspire grandement de son village natal et de sa culture dans son travail de création. Les thèmes au cœur de sa démarche sont notamment l'identité, les traditions de son peuple et la spiritualité. Les contes et les créatures mythiques de son enfance façonnent également son imaginaire. Pour mieux faire connaître son héritage culturel au grand public et exprimer son engagement envers sa culture atikamekw, cet artiste recourt à la sérigraphie, la gravure, la peinture, l'estampe numérique, le dessin, la vidéo et la performance. Marie-Claude Nekwado a reçu en 2021 le prix artiste autochtone des Grands Prix des Jardins de la Culture. Écoutons Marie-Claude Nekwado dans une entrevue captée par Mathieu Lavigne à Manawan en juin 2022. Marie-Claude Nekwado, Kwekwe. Oui. Alors Marie-Claude, en fait, merci de nous recevoir, de me recevoir chez toi. Merci de m'accueillir chez toi à Manawan. Oui, ça fait plaisir. C'est très apprécié. Marie-Claude, est-ce que l'art a toujours fait partie de ta vie? Oui, quand j'étais jeune, j'observais mon père parce que lui aussi, c'est un artiste. Alors, lui, sa technique, sa spécialité, c'était la pyrogravure. Il m'a initié à la pyrogravure, puis après ça, il m'a montré comment dessiner, comment intégrer les arts, les motifs floraux, les végétaux, les animaux sur les supports. Ah oui. Mettons sur le bois, le papier. Et la pyrogravure, c'est quoi exactement? C'est une technique qui consiste à brûler le bois en faisant des dessins dessus. Et donc, l'œuvre elle-même, c'est le bois, c'est ça? Oui. Ben, on le faisait. Il y a des familles qui demandent qu'on fasse des dessins sur le Tikinagan, le porte-bébé, ou bien sur les croix. Quand il y a une mortalité, je fais toujours des dessins sur les plaques de bois. Ah oui. Et tu évoques le Tikinagan. J'ai vu ta dernière œuvre. C'est un Tikinagan, un porte-bébé. Oui, en peinture. Donc, en peinture, effectivement. Et pourquoi ce sujet? Pourquoi un Tikinagan? Pourquoi un porte-bébé? Parce que le thème, c'est le thème qu'eux autres ont choisi, le RACEF, le Réseau des arts, des artistes en éducation de la foi. Ils ont choisi le thème, le portage. Fait que moi, le portage, j'étais entre l'idée de dessiner un canot ou le porte-bébé. Mais, sauf que moi, j'ai toujours l'idée dans ma tête, c'était le porte-bébé parce qu'on porte nos enfants sur une planche pour la protéger, pour protéger l'enfant, pour rappeler à l'enfant d'où est-ce qu'il vient. Sur le ventre de sa mère. Ah oui, c'est ça. On porte les enfants de plusieurs manières. Hein? Oui. Donc, les femmes portent l'enfant durant la grossesse, mais aussi le Tikinagan, on le porte par la suite. Mm-hmm. Le symbole de la protection, c'est intéressant parce que c'est vrai, un Tikinagan, ça protège aussi l'enfant. Si le Tikinagan, le porte-bébé tombe, c'est fait de manière à le protéger. Là, il ne peut pas Oui, avec l'anse sur le devant. Le devant, oui. C'est ça. Marie-Claude, tu as fait des études universitaires en arts visuels. Comment se sont passées tes études? Quels souvenirs est-ce que tu gardes de cette période? Ben, au début, je me suis inscrite juste pour faire un certificat en arts plastiques. Je voulais tellement aller en apprendre plus que j'ai décidé de m'inscrire en arts et nouveaux médias. Fait que j'ai suivi des cours de vidéo aussi, des cours de photographie, des cours de l'art de la technologie de l'image numérique. Et est-ce que tu as trouvé que le programme, parce que tu sais, en ce moment, bon, il y a une grande réflexion sur comment on peut favoriser l'accès aux membres des
communauté autochtone à l'université, aux études supérieures. On essaie d'adapter un peu l'accueil, les programmes aussi. Est-ce que toi, tu t'es senti bien à l'université? Comment tu as vécu ça? Ouais. Oui, j'ai bien aimé. C'était très accueillant aussi. Même les profs, ils m'ont beaucoup encouragée. Mais au début, c'était moi qui n'étais pas très, très motivée parce que je connaissais pas vraiment. J'avais de la misère à comprendre. Mettons, par exemple, à un moment donné, on nous demandait de faire un projet avec la peinture nocturne. Moi, je l'ai compris comme peinture dans le noir. Ouais, moi aussi, Fait je l'aurais que compris comme ça. je me suis installée chez moi, j'ai tout éteint la lumière. Il n'y avait pas de lumière, fait que je me suis préparée avec mes pinceaux, mes pots de peinture, à faire une toile dans le noir. Puis là, j'arrive en classe avec mes camarades, puis les autres, ils installaient leur toile. Je voyais qu'ils avaient fait la peinture un paysage nocturne. Ah oui, Puis là, oui. moi, j'arrive là-bas avec ma toile, mais ma toile, il n'y a rien dessus, il y a juste des taches de C'est peinture. Mais mon professeur, il a tellement aimé mon projet, il m'a dit « couvre-la avec une couverture ». Si les élèves, les étudiants peuvent regarder, ils peuvent rester à l'intérieur, mais tu expliques c'est quoi ta démarche. Marie-Claude Nequado, est-ce que tu dirais que ton art se veut un lieu de transmission de la culture et de l'identité atikamekw? Parce qu'il y a des éléments dans ton art qui renvoient à l'identité atikamekw, à l'histoire familiale aussi. Je pense entre autres à Totem 1, Totem 2. Ce sont deux séries. Là. Oui, c'est surtout les danses, les powwows, la cérémonie aussi, sur les animaux, les croyances, puis la cosmogonie aussi. Mm-hmm. Je parle beaucoup de ça. Puis les danses aussi, ils racontent plein de choses. Ils ont des histoires là-dessus aussi. Puis je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir peindre, mettons, un danseur traditionnel chez les hommes. Puis de pouvoir transmettre aux jeunes c'est quoi la danse, qu'est-ce que ça raconte. Ou les danseurs de l'EP, Sweetgrass Dancer qu'on appelle en anglais, il y a une histoire là-dessus aussi. Mm-hmm. Les danseuses à clochettes aussi, il y a des histoires. Les danseuses de fantaisie, il y a des histoires là-dessus. Donc des récits, des mythes, ou des contes? Récits, des contes. Déjà, le powwow en lui-même, il y a quelque chose de très c'est... graphique, c'est coloré, il y a quelque chose... Oui, puis c'est toujours en lien avec les animaux. Oui, c'est vrai que les animaux reviennent beaucoup dans tes œuvres. Oui. Oui. Et t'expliques ça comment, cette présence forte des animaux dans c'est pour ça que je l'ai intitulé des totems. Par exemple, je peux demander à un danseur, mettons, si je décide de peindre un danseur avec son régalia, ben, je peux demander c'est qui ton totem. Fait que je demande si je peux remplacer sa tête par la tête de son animal totem. Ou bien aussi, l'autre totem 2 que j'avais fait, c'est en sérigraphie. C'était comment ma démarche? C'était à partir ce qu'on voit sur le régalia. Mettons, on peut voir sur le régalia des ours ou des pattes d'ours. Fait que je vais mettre la tête de l'ours. Est-ce que tu peux nous rappeler, le régalia, c'est quoi exactement dans Le régalia, c'est l'habit que portent les danseurs. C'est soit eux autres qui le fabriquent ou bien ils demandent qu'on le fasse pour eux. Oui. Donc, c'est les danseurs du powwow ont des régalias. Oui, ils ont tous des accessoires aussi perlés ou des accessoires à partir d'un animal, la fourrure. Quand par exemple, tu peintures ou tu dessines un danseur avec une tête d'animal, pour toi, est-ce que c'est parce que c'est un peu... comment tu l'interprètes? Est-ce que c'est quelque chose un peu comme si le danseur et l'animal ne font qu'un? Comment tu le vois? Oui, c'est ça. C'est comme un peu... Au début, je trouvais ça un peu bizarre, mais à la fois aussi drôle. Mm-hmm. C'est un peu une manière pour moi de m'amuser aussi. Tu
tu enseignes l'art aux jeunes de la communauté de Manawan. Tu donnes aussi des ateliers de formation à des jeunes Atikamekw notamment. Quelle place tient l'art au sens large dans la vie des jeunes de Manawan? En ce moment, j'enseigne les arts traditionnels aussi, mais c'est pas nécessairement seulement de l'artisanat que je leur montre. Aussi, je leur raconte, mettons, des histoires ou des légendes que moi aussi, il y a des personnes qui m'ont raconté des légendes, alors je leur transmets ce que moi, on m'a raconté. Puis on fait quelque chose avec ça. Mm-hmm. Mettons, on peut créer des marionnettes, on peut créer des dessins. Puis je leur demande toujours de raconter l'histoire en dessin, en image. Les jeunes embarquent, ils aiment ça? Oui. J'imagine qu'ils doivent apprécier ça. Ça devient un lieu d'expression, un lieu de création. Mm-hmm. Puis en même temps aussi, je leur montre c'est quoi les objets culturels. Ouais. Des fois, je leur demande, OK, dessinez-moi quelque chose que vous avez à la maison, par la mémoire ou par l'observation directe. Des fois, je leur mets, mettons, un objet sur la table, puis je leur demande de dessiner ou avec différentes techniques, différents matériels. Est-ce qu'ils sont curieux de la dimension traditionnelle, hein? Tu disais que tu enseignes l'art traditionnel. Est-ce que les jeunes sont attirés, curieux de justement de cette dimension de leur culture, peut-être qu'ils connaissent plus moins? Ou moins, parce que je sens un petit relâchement, comment je pourrais dire, parce qu'on travaille plus manuellement. Avec les autres, ils n'ont pas cette habitude-là de travailler manuellement. Mettons, pour faire la broderie, le perlage. Oui. Ah oui, donc ça les sort un peu de leur zone de confort. Là. Oui. Mais ils sont plus... Il y a des jeunes qui viennent me montrer leurs dessins qu'ils ont faits sur ordinateur. Je vois un intérêt là-dessus. Ouais. C'est pour ça que je souhaite intégrer le numérique aussi dans les arts traditionnels. Mais ça peut se faire... Là, j'ai commencé un peu, mais c'est difficile un peu de faire partir avec tout ça. Oui, de démarrer quelque chose. De démarrer, oui. Mais c'est une bonne idée d'aborder l'art traditionnel avec le numérique. Ça fait une belle rencontre entre la modernité et la tradition. Oui, justement, c'est avec ça que j'ai travaillé en peinture, en sérigraphie. Je travaillais avec les ordinateurs à transformer mes images avec les animaux. J'ai utilisé l'ordinateur pour faire ça. Et Marie-Claude Nekwado, est-ce que tu dirais que l'art, pour toi, c'est aussi un lieu de guérison? Est-ce que créer, c'est pour toi une forme de guérison? Oui, je crois beaucoup à ça parce que moi, quand je peins, je pense plus à moi, je pense plus... j'oublie tout ce qu'il y a autour, tous les problèmes qu'il y a autour. Et que je me concentre plus de ce que je veux faire, de ce que j'aimerais faire aussi. Ça crée une zone où t'es bien, où de calme, j'imagine. Oui. Puis j'avais aussi expérimenté le fait de créer une œuvre que j'ai appelée mon mandala Atikamekw, pour raconter un peu qu'est-ce que j'ai vécu. C'est quoi mes souvenirs, c'est quoi ce que j'aime beaucoup, c'est quoi mes croyances aussi. Est-ce que l'art peut être aussi une forme, bon, on vient d'évoquer que ça peut être une forme de guérison, ou en tout cas, ça aide à un certain bien-être personnel, individuel, mais est-ce que ça peut être aussi le lieu d'une guérison collective? Je pense particulièrement à une de tes œuvres qui s'appelle « Hommage aux 5 personnes disparues » le 27 juin 1977. Ça fait référence au décès tragique de 5 personnes atikamekw dans des circonstances encore troubles. Hein? Disons que ce dossier-là n'a pas été clos, si on peut dire. Ce sont d'ailleurs des événements qui vont être au cœur du prochain film de la réalisatrice Chloé Leriche. Donc, est-ce que tu penses que, par exemple, comme ton œuvre Hommage aux 5 personnes disparues le 27 juin 1977, ou même encore ce film de Chloé Leriche qui va s'appeler Manawan 1977, hein, si ma mémoire est bonne. Je pense que oui. Est-ce que tu crois que l'art peut être une façon de guérir collectivement? Oui, je crois à ça. Moi, par exemple, quand j'ai commencé l'université,
je voulais tellement faire quelque chose pour exprimer, parce que moi, dans ma tête, c'était toujours ça. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, il faut réouvrir l'enquête. Ça, c'était en 2011. J'avais fait ma démarche en sérigraphie, mais mon œuvre n'a pas abouti. Puis j'ai choisi une autre technique comme l'estampe numérique, et que j'ai pu réaliser une œuvre avec l'estampe numérique pour raconter un peu l'histoire de ma grand-mère, parce que ma grand-mère fait partie des 5 personnes disparues. Ouais. C'est un accident de voiture, hein? Ben, eux autres, ils disent que c'est une noyade, Oui. mais je sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec... c'est peut-être pour ça qu'on a voulu le raconter, même en réalisant le film par Chloé Le Riche. Mm-hmm. C'est ça, on n'a jamais su qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est ça. Donc ça va être une façon de, j'imagine aussi, de compléter un certain deuil pour la collectivité, étant donné qu'il y a tellement de questions qui n'ont pas été répondues à l'époque. Mm. Marie-Claude Nequado, ton art s'inspire entre autres des contes atikamekw, hein, on l'a déjà dit. Est-ce qu'il y a un conte en particulier qui t'inspire, qui te fascine, qui porte un enseignement qui te semble incontournable? Moi, j'ai commencé, quand j'ai suivi les cours de gravure, je me suis concentrée plus sur un seul conte, sur la légende de Memegwesho. C'est un homme poisson. Puis j'ai découvert qu'il y a différentes histoires qui sont pas mal différentes d'une nation à l'autre, comme le peuple de l'Ouest en Alberta, je pense. Les autres, ils racontaient Mermaid of Man, un humain avec la queue de poisson. Oui. Puis les autres, chez les Ojibwe, les autres, c'est une espèce de singe avec des pattes palmées, puis tout poilu. Puis nous autres, ici, chez les Autochtones du Québec, c'est plus un genre d'homme-poisson qu'on raconte. Donc c'est une figure qui revient avec des petites différences, mais qui revient un peu partout sur le territoire, donc autant du côté des Cris de l'Ouest ou des Ojibwe ou ici les Atikamekw. Ah oui. Et est-ce que tu peux raconter en quelques phrases ce conte, cette légende? Eux autres, ils disaient qu'ils étaient toujours en groupe, les Memegwesho, qu'on pouvait pas les apercevoir, mais on pouvait savoir que les Memegwesho nous ont rendu visite, c'est parce que mettons, des familles qui sont dans un camp, puis ils ont préparé la nourriture, mais quand ils goûtent la nourriture, ça goûte à rien. Puis là, ils disent, c'est le Memegwesho qui a tout enlevé la saveur, le goût. Puis on dit aussi qu'il volait aussi les poissons. Mettons, il y a des pêcheurs qui s'en vont poser des filets dans le lac. Ils ne retrouvent pas de poissons dans leur filet. Ils disent c'est le Memegwesho qui a tout volé. Je me rappelle quand on me racontait, quand on était jeune, on nous décrivait de comment il était. On nous disait qu'il n'avait pas de bouche. C'est ça. C'est pour ça que lui, c'est la façon qu'il mange, il va tout retirer la saveur, l'odeur des aliments. Ah oui. Ah, c'est comme ça qu'il se nourrit, dans le fond. Il y a comme deux nez retroussés, là, puis des gros yeux. Puis il ressemble beaucoup aussi à un humain, le bras, la tête, mais il y a la queue de poisson aussi. Ah oui. Et toi, est-ce qu'une de tes œuvres où tu mets en scène le Memegwesho? Oui, j'en ai plusieurs. Ah oui? Oui, en gravure puis en sérigraphie. Selon toi, Marie-Claude, est-ce que l'art peut aussi contribuer à rapprocher les Autochtones et les non-Autochtones? Est-ce que l'art peut être un peu une façon d'initier un certain dialogue? Oui, c'est justement pour ça qu'on fait toute, mettons pas avec l'exposition murale extérieure à Joliette, dans la ville de Joliette, c'est pour rapprocher les Allochtones avec les Autochtones, dans le but de nous connaître aussi.
d'un côté. Est-ce que tu peux nous décrire ce projet-là? Ben, c'était plus en rapport avec ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan. Fait que on a pris la décision de prendre un des œuvres qu'on va pouvoir l'exposer à l'extérieur. C'était pour amener les Allochtones à venir nous... un rapprochement, à venir nous connaître. Puis moi, avec mes œuvres, c'est plus un questionnement sur notre identité. Qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous? Mm-hmm. Puis c'est aussi en lien avec l'intergénération aussi. Moi, je pense que les Allochtones ont tendance à penser plus au niveau des problèmes sociaux. Mm-hmm. Fait que nous autres aussi, moi aussi de mon côté, j'essaie de parler dans mes œuvres les côtés positifs, les belles couleurs qu'on voit sur mes œuvres. J'essaie de montrer ça aussi, qu'il n'y a pas seulement les côtés problèmes sociaux, l'alcoolisme, les toxicomanies dans les communautés. Il n'y a pas rien, il n'y a pas ça. Il n'y a pas juste ça. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous décrire la murale, ta murale qui a été intégrée dans cette exposition-là? Elle est magnifique, je l'ai vue, je vais te laisser la décrire. Tu vas faire mieux que moi. On voit sur les quatre toiles, moi, avec les 4 toiles, je ne me rappelle pas c'est quoi les dimensions, mais je pense que c'est à peu près 12 pieds de long. On peut voir ma famille, mon père, moi, mon garçon, mon fils, et puis une de mes filleules. Puis sur celle de ma filleule, on voit une partie de la roue de la médecine. Parce que dans mes œuvres, on voit toujours la roue de la médecine. C'est une des belles enseignements qu'on peut montrer aux jeunes aussi. Puis sur celui de mon fils, je trouvais ça important de rappeler que de nos jours, les jeunes ils ont tous accès à la technologie. Pour ça qu'on voit une partie de... Oui, on le voit qui écoute son iPod ou en tout cas quelque chose, son cellulaire. Ouais. Puis il y a aussi moi, avec ma plume. Mm-hmm. C'est comme un questionnement sur mon identité. Qu'est-ce qu'on fait de notre identité? On nous a montré la religion. Puis là, on retrouve un peu la spiritualité autochtone aussi. Puis il y a aussi celui de mon père, la croix. Mais mon père, il nous a toujours montré, inculqué la religion catholique aussi. Mm-hmm. C'est un genre de... la génération, tout ça, là. Différentes générations. J'allais justement te demander, Marie-Claude, comment est-ce que tu décrirais, toi, ta propre spiritualité? Dans ton art, on retrouve autant des éléments liés à la spiritualité traditionnelle qu'à la religion catholique. Il y a des éléments qui sont un peu issus de ces deux grandes traditions. Est-ce que tu dirais que ta vie intérieure se situe un peu à la rencontre entre le catholicisme et la spiritualité traditionnelle? Oui. Moi, la spiritualité autochtone, comment je le vois, c'est comme une mode de vie. Puis la religion catholique, j'y crois beaucoup à ça encore, parce que j'ai vécu quelque chose en rapport avec la croyance, la Sainte Vierge dans mes rêves, puis c'est pour ça que je crois à ça beaucoup. Je prie, je fais des prières, puis ça me fait du bien, tant qu'on se sent bien dans cette voie. Puis il y a aussi la tradition, la spiritualité. La spiritualité autochtone, ça fait du bien aussi. Quand tu dis que la spiritualité traditionnelle, c'est plus un mode de vie, c'est que dans le fond, ça s'intègre au quotidien. C'est un peu ça? Ben, quand on parle de mettons la cérémonie de fumigation avec la sauge, je me dis, on utilise le même élément dans une église pour se purifier. Alors pourquoi pas l'intégrer aussi dans la vie de tous les jours? Mm-hmm. À l'église, ça va être avec l'encens, mais ça pourrait très bien être avec la sauge. Oui, c'est la même chose. Les mêmes odeurs aussi. Mm-hmm. Le même besoin, dans le fond aussi. Tu parles de la Sainte Vierge, de la Vierge Marie. Quelle importance elle a pour toi?
comment t'expliques justement cette place qu'elle occupe dans ta vie intérieure? Pour moi, elle m'a donné la foi, elle m'a donné l'espérance, elle m'a donné l'espoir. Parce que quand je suis tombée enceinte, j'étais comme désespérée, je ne savais pas quoi faire, je devais prendre une décision pour voir si j'allais avorter. C'est là que j'ai fait un rêve de la Sainte Vierge. Elle m'a envoyé un message. Là, j'ai décidé de garder mon enfant. Là, j'ai eu un fils, là, maintenant 23 ans. Fait que c'est mon enfant unique. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que je garde toujours cette croyance, C'est qu'il y a eu une présence, dans le fond. Pour toi, ça a été comme une relation importante. Pour toi, c'est très concret. Oui. Et comment tu décrirais la foi de ton père? Tu parlais que ton père avait aussi la foi. Oui, comment tu la décrirais? Regarde comment qu'il est ma maison. Il y a des croix, il y a des images religieuses. Oui. Chez mon père, il y a tout ça aussi sur les murs. Il y a toutes des petits... des statues aussi. Puis il prie tous les soirs. Quand on est là, on en profite pour prier ensemble en famille. Oui. Et que continue toujours à nous raconter, à nous parler de la religion catholique. Ouais. Il ne semble pas y avoir de contradiction entre le mode de vie, la spiritualité traditionnelle autochtone et la religion catholique. Pour beaucoup d'allochtones, ça va sembler un peu impossible à réconcilier. Puis pour toi, en tout cas, puis j'ai l'impression pour ton père aussi, ça semble pas vraiment faire de problème, ou ça semble être je crois que mon père aussi, d'un côté, il respecte tout ça. Pour avoir vécu quelque chose, il essaie lui aussi de son côté, il essaie de retrouver la réponse à des phénomènes qu'il avait vécu lors des powwows. Donc les deux cohabitent, si on peut dire. Oui. Marie-Claude Nekwado, un grand merci pour cette rencontre. Ça a été vraiment un beau moment. Merci beaucoup. Miigwech. Merci, Miigwech. Miigwech. C'était Marie-Claude Nekwado, artiste multidisciplinaire originaire de la communauté atikamekw de Manawan. Nous la remercions chaleureusement de cette entrevue et nous remercions également Daniel Fortin à la mise en onde. Nous vous rappelons que cette émission est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Visitez notre site web au www.missioncheznous.com. Merci Mathieu Lavigne. À bientôt, Catherine Ego. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. Nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode de Confluent. D'ici là, nous vous souhaitons de belles rencontres sur les ondes de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.